Notre histoire est noble et tragique, comme le masque d'un tyran. Nul drame hasardeux ou magique, aucun détail indifférent ne rend notre amour pathétique. Et Thomas de Quincy, buvant l'opium, poison doux et chaste, à sa pauvre Anne allait rêvant. Passons, passons puisque tout passe, je me retournerai souvent. Les souvenirs sont corps de chasse, dont meurt le bruit parmi le vent. Guillaume Apollinaire. Les hommes qui ont été élevés par les femmes et parmi les femmes ne ressemblent pas tout à fait aux autres hommes, en supposant même l'égalité dans le tempérament ou dans les facultés spirituelles. Le bercement des nourrices, les câlineries maternelles, les chatteries des sœurs, surtout des sœurs aînées, espèces de mères diminutives, transforment, pour ainsi dire en la pétrissant, la pâte masculine. L'homme qui, dès le commencement, a été longtemps baigné dans la molle atmosphère de la femme, dans l'odeur de ses mains, de son sein, de ses genoux, de sa chevelure, de ses vêtements souples et flottants, y a contracté une délicatesse d'épiderme et une distinction d'accent, une espèce d'androgynéité sans lesquelles le génie le plus âpre et le plus viril reste, relativement à la perfection dans l'art, un être incomplet. Enfin, je veux dire que le goût précoce du monde féminin, de tout cet appareil ondoyant, scintillant et parfumé, fait les génies supérieurs. Et je suis convaincue que ma très intelligente lectrice absout la forme presque sensuelle de mes expressions, comme elle approuve et comprend la pureté de ma pensée. Charles Baudelaire. Ainsi donc, Oxford Street, marâtre au cœur de pierre, toi qui as écouté les soupirs des orphelins et bu les larmes des enfants, j'étais enfin délivré de toi. Le temps était venu où je ne serais plus condamné à arpenter douloureusement tes interminables trottoirs, à faire des rêves pour me réveiller captif des affres de la faim. Anne et moi, nous avons eu nos successeurs trop nombreux qui ont foulé les traces de nos pas. Héritiers de nos calamités, d'autres orphelins ont soupiré. Des larmes ont été versées par d'autres enfants. Et toi, Oxford Street, tu as depuis lors répété l'écho des gémissements de cœurs innombrables. Jeanne mourut la première. Mais pour son petit frère, la mort n'était pas encore une chose intelligible. Jeanne n'était qu'absente. Elle reviendrait sans doute. Une servante chargée de l'assister pendant sa maladie l'avait traité un peu durement 2 jours avant sa mort. Le bruit s'en répandit dans la famille. Et à partir de ce moment, le petit garçon ne put jamais regarder cette fille en face. Sitôt qu'elle paraissait, il fichait ses regards en terre. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas l'esprit de vengeance qui dissimule, c'était simplement de l'effroi, la sensitive qui se retire à un contact brutal. Terreur et pressentiment mêlés, c'était l'effet produit par cette affreuse vérité, pour la première fois révélée, que ce monde est un monde de malheur, de lutte et de proscription. C'était une scène orientale, mais là encore,
par un dimanche de Pâques et de grand matin. Et dans le lointain, on voyait comme une tache à l'horizon les dômes et les coupoles d'une grande cité, vague forme abstraite venue peut-être de quelque image de Jérusalem contemplée dans l'enfance. Et, à moins d'une portée de flèche de moi-même, sur une pierre ombragée par des palmiers de Judée, une femme était assise. Je la regardais, c'était Anne. Elle tint ses yeux fixés sur moi avec un regard intense, et je lui dis à la longue, « Je vous ai donc enfin retrouvé. » J'attendais, mais elle ne me répondit pas à un mot. Son visage était le même que quand je le vis pour la dernière fois, et pourtant, combien différent. 17 ans auparavant, quand la lueur du réverbère tombait sur son visage, quand pour la dernière fois je baisais ses lèvres, des lèvres, Anne, qui pour moi ne portaient aucune souillure, ses yeux ruisselaient de larmes. Mais ces larmes étaient maintenant séchées. Elle semblait plus belle qu'elle n'était à cette époque, mais d'ailleurs en tout point la même, et elle n'avait pas vieilli. Ses regards étaient tranquilles, mais doués d'une singulière solennité d'expression. Et, comme je la contemplais alors avec une espèce de crainte, tout à coup, sa physionomie s'obscurcit. Me tournant du côté des montagnes, j'aperçus des vapeurs qui roulaient entre nous deux. En un instant, tout s'était évanoui. D'épaisses ténèbres arrivèrent. Et en un clin d'œil, je me trouvais loin, bien loin des montagnes, me promenant avec Anne à la lueur des réverbères d'Oxford Street, juste comme nous nous promenions 17 ans auparavant, quand nous étions, elle et moi, deux enfants. Mes années de vie académique sont maintenant révolues, presque oubliées. La toque de l'université ne presse plus mes tempes. Si celle que je portais existe encore, elle coiffe quelques jeunes étudiants, aussi heureux j'espère et aussi passionnément épris de savoir que je l'étais moi-même. Ma robe est à cette heure, je le présume, dans le même état que des milliers d'excellents ouvrages de la Bodléienne, c'est-à-dire diligemment dévorés par les mythes et les vers studieux, partie qu'elle est, c'est tout ce que je sais de son sort, dans ce grand réservoir de quelque part, où s'en vont les tasses athées, les boîtes athées, les théières, les bouilloires, etc. Sans parler de vaisseaux plus fragiles encore, tels que verres, carafes, bouillottes. Objets que les ressemblances occasionnelles qu'offre avec eux la présente génération des tasses athées, etc., me rappellent avoir possédé, mais du départ et du destin final desquels je ne saurais donner, pareillement à la plupart des porteurs de toges de l'une et l'autre université, qu'une relation obscure et conjecturale. La sonnerie persécutrice de la cloche de la chapelle, qui me convoquait importunément aux matines de 6 heures, n'interrompt plus mon sommeil. Le portier qui la mettait en branle, et sur le superbe nez duquel, un nez de bronze incrusté de cuivre, j'ai composé par représailles tant d'épigrammes grecs en m'habillant, est mort, et a cessé de troubler qui que ce soit. Et nous tous, tant que nous sommes, qui avons grandement souffert de ces propensions tintinnabulentes, avons décidé d'un commun accord d'oublier ses erreurs et de lui pardonner. Dans ma jeunesse et même depuis, j'ai toujours été grand lecteur de Tite-Live. Il a toujours fait un de mes plus chers délassements. J'avoue que je le préfère pour la matière et pour le style à tout autre historien romain. Et j'ai senti toute l'effrayante et solennelle sonorité, toute l'énergique représentation de la majesté du peuple romain dans ces deux mots qui reviennent si souvent à travers les récits de Tite-Live, consul Romanus. Particulièrement quand le consul se présente avec son caractère militaire. Je veux dire que les mots roi, sultan, régent
ou tous autres titres appartenant aux hommes qui personnifient en eux la majesté d'un grand peuple, n'avaient pas puissance pour m'inspirer le même respect. Si l'on peut dire de Leibniz, bien qu'il n'ait pas été assassiné, qu'il est mort en partie de la crainte d'être assassiné et en partie de la vexation de ne l'être point, Kant, d'autre part, qui ne manifesta aucune ambition de ce genre, échappa à un meurtrier de plus près qu'aucun homme dont parlent les livres, hormis Descartes. Tant la fortune répand de manière absurde ses faveurs. Le cas est rapporté, je crois, dans une vie anonyme de ce très grand homme. Par souci de santé, Kant s'imposa pendant un temps de faire chaque jour une marche de 6000 le long d'une grande route. Ce fait venant à la connaissance d'un homme qui avait ses raisons personnelles de commettre un assassinat, celui-ci attendit à 3 bornes de Königsberg l'intéressé, qui arriva à l'heure due aussi exactement qu'une diligence. N'eût été un accident, Kant était un homme mort. Cet accident, ce fut la scrupuleuse, ou, comme Mrs. Quickly l'eût appelé, la maussade moralité de l'assassin. Un vieux professeur, se dit-il, pouvait être chargé de péché, non pas un jeune enfant. Sur cette considération, il se détourna de Kant au moment critique, et bientôt après assassina un enfant de 5 ans. Telle est la version allemande de l'affaire. Mais mon opinion à moi, c'est que l'assassin était un amateur, qui sentit combien il serait de peu de profit pour la cause du bon goût d'assassiner un vieux métaphysicien aride et aduste. Il n'y avait là nulle possibilité d'effet, étant donné que l'homme ne pourrait pas ressembler davantage à une momie une fois mort qu'il n'avait fait vivant. Kant poussa son exigence d'une véracité sans réserve à un point si extravagant qu'il affirmait que si un homme voyait un innocent échapper à un meurtrier et que celui-ci le questionna, il était de son devoir de dire la vérité et de désigner la retraite de l'innocent, même avec la certitude qu'il serait cause d'un assassinat. De crainte qu'on ne supposât que cette doctrine lui avait échappé dans la chaleur de la discussion, un célèbre écrivain français lui en ayant fait le reproche, il la réaffirma solennellement en y ajoutant ses raisons. Les petites prostituées ne sortent qu'une fois de la foule nocturne pour une tâche de bonté. La pauvre Anne accourut vers Thomas de Quincey, le mangeur d'opium, défaillant dans la large rue d'Oxford sous les grosses lampes allumées. Les yeux humides, elle lui porta aux lèvres un verre de vin doux, l'embrassa et le câlina. Puis elle rentra dans la nuit. Peut-être qu'elle mourut bientôt. Elle toussait, dit de Quincey, le dernier soir que je l'ai vue. Peut-être qu'elle errait encore dans les rues. Mais malgré la passion de sa recherche, quoiqu'il bravât les rires des gens auxquels il s'adressait, Anne fut perdue pour toujours. Quand il eut plus tard une maison chaude, il songeait souvent avec des larmes que la pauvre Anne aurait pu vivre là, près de lui, au lieu qu'il se la représentait malade, ou mourante, ou désolée, dans la noirceur centrale d'un bordel de Londres, et elle avait emporté tout l'amour pitoyable de son cœur. Marcel Schwab.
吹起来要等一天，吹一天，然后呢就放那个烤大概20分钟。 L'homme dans ces contrées pousse comme l'herbe. Les vastes empires dans lesquels a toujours été moulée la population énorme de l'Asie ajoutent une grandeur de plus aux sentiments que comportent les images et les noms orientaux. En Chine, surtout, négligeant ce qu'elle a de commun avec le reste de l'Asie méridionale, je suis terrifié par les modes de vie, par les usages, par une répugnance absolue, par une barrière de sentiments qui nous sépare d'elle et qui sont trop profonds pour être analysés. Je trouverais plus commode de vivre avec des lunatiques ou avec des brutes. Il faut que le lecteur entre dans toutes ces idées et dans bien d'autres encore que je n'ai pas le temps d'exprimer pour comprendre toute l'horreur qu'imprimaient dans mon esprit ces rêves d'imagerie orientale et de torture mythologique. Sous les deux conditions connexes de chaleur tropicale et de lumière verticale, je ramassais toutes les créatures, oiseaux, bêtes, reptiles, arbres et plantes, usages et spectacles que l'on trouve communément dans toute la région des tropiques, et je les jetais pêle-mêle en Chine ou dans l'Hindoustan. Par un sentiment analogue, je m'emparais de l'Égypte et de tous ses dieux, et les faisais entrer sous la même loi. Des singes, des perroquets, des cacatoès me regardaient fixement, me huaient, me faisaient la grimace. C'était un samedi après-midi, humide et sans joie. Et notre terre n'offre pas de spectacle plus triste que celui d'un dimanche de pluie dans Londres. Ma route de retour passait par Oxford Street et près de l'imposant Panthéon, comme M. Wordsworth l'a obligeamment appelé, je vis une boutique de pharmacien. Le pharmacien, inconscient ministre de plaisir divin, comme en harmonie avec le pluvieux dimanche, avait l'air morne et stupide. Exactement comme on pouvait s'attendre que n'importe quel pharmacien d'ici-bas eût l'air un dimanche. Et quand je lui demandai de la teinture d'opium, il m'en donna comme n'importe quel autre homme eût pu le faire. Bien plus, il me rendit sur mon shilling ce qui me parut être de réelles pièces de bronze, sorties d'un réel tiroir de bois. Néanmoins, en dépit de ces indices d'humanité, il est toujours resté dans mon esprit depuis lors comme la vision béatifique d'un pharmacien immortel envoyé ici-bas avec une mission particulière à mon adresse. Et ce qui me confirme dans cette manière de voir, c'est que la première fois que je revins à Londres, je le cherchais aux abords de l'imposant Panthéon et ne le trouvais point. À moi qui ne connaissais pas son nom, si vraiment il en avait un, il semblait qu'il eût disparu d'Oxford Street, plutôt que l'avoir quitté d'aucune façon corporelle. Le lecteur peut voir en lui, s'il y est enclin, un simple pharmacien sublunaire, il se peut. Mais ma foi à moi est plus grande. Je crois qu'il s'est évanoui ou évaporé. Tant je répugne à associer aucun souvenir terrestre avec l'heure, le lieu et cette créature qui m'ont fait connaître pour la première fois la céleste drogue. Oh, juste, subtil et puissant opium. Toi qui, au cœur du pauvre comme du riche, pour les blessures qui ne se cicatriseront jamais, et pour les angoisses qui induisent l'esprit en rébellion, apporte un baume adoucissant. Éloquent opium. Toi qui, par ta puissante rhétorique, désarmes les résolutions de la rage, et qui, pour une nuit, rend à l'homme coupable les espérances de sa jeunesse et ses anciennes mains pures de sang. Qui, à l'homme orgueilleux
donne un oubli passager des torts non redressés, des insultes non vengées, qui cite les faux témoins au tribunal des rêves pour le triomphe de l'innocence immolée, qui confond le parjure, qui annule les sentences des juges iniques. Tu bâtis sur le sein des ténèbres, avec les matériaux imaginaires du cerveau, avec un art plus profond que celui de Phidias et de Praxitèle, des cités, des temples qui dépassent en splendeur Babylone et Hécatompyle. Et du chaos d'un sommeil plein de songes, tu évoques à la lumière du soleil les visages des beautés depuis longtemps ensevelies. Et les physionomies familières et bénies, nettoyées des outrages de la tombe. Toi seul, tu donnes à l'homme ses trésors. Et tu possèdes les clés du paradis, ô juste, subtil et puissant opium. Voici bien des années, comme j'étais penché sur les antiquités romaines de Piranèse, M. Coleridge, qui se tenait près de moi, me décrivit une série de planches du même artiste, intitulée « Rêve », et reproduisant les visions qu'il eut au cours d'un délire de la fièvre. Quelques-unes d'entre elles, je ne fais que décrire de mémoire d'après ce que m'en dit M. Coleridge, représentaient de vastes salles gothiques, sur le plancher desquelles s'élevaient toutes sortes d'engins et de machines, roues, câbles, poulies, leviers, catapultes, etc., qui exprimaient une énorme force déployée, ainsi qu'une énorme résistance vaincue. Vous aperceviez un escalier qui grimpait le long des murs, et sur lui, montant à tâtons, Piranèse lui-même. Suivez les marches un peu plus haut, et vous constatez qu'il s'arrête soudain, abruptement, sans nulle balustrade, n'offrant à celui qui eût atteint son extrémité d'autre voie que les profondeurs béantes. Quoi qu'il doive advenir du pauvre Piranèse, vous supposez du moins que ses peines se termineront là, nécessairement, de quelque manière, mais levez les yeux. Voici, plus haut encore, une seconde volée de marche, sur laquelle on aperçoit de nouveau Piranèse, mais cette fois au bord même de l'abîme. Levez de nouveau les yeux, voici une volée de marches plus aériennes encore, avec le pauvre Piranèse toujours peinant pour les gravir, et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'escalier inachevé et Piranèse se perdent l'un et l'autre dans les hauteurs obscures de la salle. C'est avec la même faculté de se développer et de se répéter à l'infini que mon architecture procédait dans les rêves. En fait, au premier stade de ma maladie, leur splendeur était surtout architecturale, et je contemplais un déploiement de cités et de palais tels que n'en vit jamais l'œil éveillé, si ce n'est dans les nuages. Mais la seconde blessure de son cœur d'enfant ne fut pas aussi facile à cicatriser. À son tour mourut, après un intervalle de quelques années heureuses, la chère, la noble Élisabeth, intelligence si noble et si précoce, qu'il lui semble toujours, quand il évoque son doux fantôme dans les ténèbres, voir autour de son vaste front une auréole ou une tiare de lumière. L'annonce de la fin prochaine de cette créature chérie, plus âgée que lui de 2 ans, et qui avait pris déjà sur son esprit tant d'autorité, le remplit d'un désespoir indescriptible. Le jour qui suivit cette mort, comme la curiosité de la science n'avait pas encore violé cette dépouille si précieuse, il résolut de revoir sa sœur. Dans les enfants, le chagrin a horreur de la lumière et fuit le regard humain. Aussi cette visite suprême devait-elle être secrète et sans témoin. Il était midi, et quand il entra dans la chambre, ses yeux ne rencontrèrent d'abord qu'une vaste fenêtre, toute grande ouverte,
par laquelle un ardent soleil d'été précipitait toutes ses splendeurs. La température était sèche, le ciel sans nuages. Les profondeurs azurées apparaissaient comme un type parfait de l'infini. Et il n'était pas possible pour l'œil de contempler, ni pour le cœur de concevoir un symbole plus pathétique de la vie et de la gloire dans la vie. Charles Baudelaire. Des fastes de l'été, je me détournai pour porter mon regard sur le corps. Là gisait la chère forme enfantine, là le visage angélique. Et l'on avait dit dans la maison, comme les gens aiment à le croire, que les traits n'avaient subi aucune altération. En était-il bien ainsi? Le front, il est vrai, le noble front serein était peut-être le même, mais les paupières glacées, l'ombre qui semblait ruisseler de sous elles, les lèvres de marbre, les mains roidies, jointes paume à paume comme pour répéter les supplications de l'angoisse ultime. Pouvait-on prendre tout cela pour de la vie? Si l'on était ainsi, pourquoi donc ne bondissais-je pas vers ces lèvres célestes avec des larmes et des baisers sans fin? Mais il n'en était point ainsi. Je restai un moment interdit, frappé de respect sacré, non de crainte. Et cependant, un vent solennel commença à souffler, le plus triste qu'oreille ait jamais entendu. C'était un vent qui aurait pu balayer les champs de la mortalité pendant 1000 siècles. Bien des fois depuis lors, pendant les journées d'été, au moment où le soleil est le plus chaud, j'ai ouï s'élever le même vent, enflant sa même voix profonde, solennelle, memnonienne, mais religieuse. C'est en ce monde le seul grand symbole audible de l'éternité. Et 3 fois dans ma vie, j'ai entendu le même son dans les mêmes circonstances, c'est-à-dire comme je me tenais entre une fenêtre ouverte et un cadavre, par un jour d'été. Une vie, une œuvre. Thomas de Quincey. De l'opium et de l'assassinat. Une émission proposée par Hubert Juin. Texte lu par Annie Roman et Pierre Vernier. Enregistrement et mixage, Jean-Pierre Joly, Maurice Biard, Claude Rossi. Réalisation, Jean-Claude Loiseau. Nous disons, nous pouvons affronter la mort. Mais sachant, comme certains d'entre nous le savent, ce qu'est la vie humaine, qui d'entre nous pourrait, sans frissonner, si nous étions conscients d'être convoqués, affronter l'heure de la naissance ?